Écoutez bien la phrase qui suit. Le cerveau des bébés apprend plus vite et plus profondément que la plus puissante des machines actuelles. Les bébés sont des scientifiques en herbe. Alors vous allez me demander qui a déclaré ceci. Si c'est un pote, en fin de soirée, je suis obligée de lire ça. Mais c'est pas possible, Benjamin. Si c'est un pote en fin de soirée qui vous dit ça, vous ne le croyez pas. Mais quand c'est un plus grand des connaisseurs du cerveau, forcément ça interpelle. Bonjour Stanislas Stanislas de Anne. et bienvenue dans cette salle de classe un petit peu brillante. Vous êtes professeur au Collège de France, vous présidez le Conseil scientifique de l'éducation nationale et vous publiez ce livre que j'ai devant moi, Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines aux éditions Odile Jacob. Je l'ai dit, vous êtes l'un des plus grands spécialistes du cerveau. On est ravis de vous recevoir, surtout qu'à nous trois, nous n'avons qu'un cerveau. Donc vous allez nous aider. Si vous le voulez bien, dans cette interview, on va se focaliser plutôt sur le savoir concernant les tout-petits, les nouveau-nés, les bébés, surtout que c'est assez fascinant. Elle est loin la période où on pensait que les bébés naissaient comme des pages blanches, je disais tout à l'heure, où tout était à apprendre. Ouais, dans le livre, je raconte un certain nombre de découvertes scientifiques menées en laboratoire, d'ailleurs beaucoup avec les méthodes de la psychologie, un peu avec l'imagerie cérébrale aussi, qui nous montrent que le cerveau du bébé est très structuré. Et en même temps, c'est une machine à apprendre. Il y a vraiment des algorithmes qui dépassent tout ce qu'on sait faire dans les machines actuellement pour recombiner ces concepts qu'il a au départ et créer du nouveau, créer de l'apprentissage. Vous parlez d'extraordinaires bases de données avec laquelle chaque bébé vient au monde. On peut dire que c'est à peu près équitable, tout le monde vient plus ou moins avec les mêmes chances. On le sait bien, oui. Le cerveau humain a un certain nombre de caractéristiques qui font que c'est un cerveau humain et tout le monde a les mêmes dispositions pour les nombres, pour l'espace, pour les objets, pour les personnes. Il y a tout un répertoire de compétences du bébé. Alors, néanmoins, et c'est le but de ce livre, vous avez tenté de savoir comment ce cerveau apprend. Parce qu'une fois qu'on sait tous qu'on a des possibilités, il faut savoir comment l'aider, ce cerveau. Le bébé naît avec un bagage, mais son environnement va être évidemment essentiel. C'est déterminant. Si vous voulez, on peut considérer que le cerveau projette des hypothèses au départ sur le monde extérieur. Alors il y a un certain nombre de choses qu'il sait. Par exemple, le cerveau sait qu'il va y avoir des objets dans le monde extérieur. Il n'a pas besoin d'apprendre qu'il y a des blobs, si on peut dire, qui se comportent comme un tout, qui ne vont pas apparaître mystérieusement. Voilà, ça, il le sait déjà. Mais par exemple, il ne connaît pas la gravité. Donc, il va devoir apprendre que les objets tombent. Pour ça qu'ils jettent une petite voilà, pierre. alors, ça, quand les parents voient leurs enfants jeter des objets de la table, il faut penser qu'il est en train de faire une sorte d'expérience scientifique et il va tenir compte des résultats. Alors, il faut, comme n'importe quelle expérience scientifique, il faut répliquer. Plusieurs fois, pendant très longtemps. Pendant longtemps. Il faut être patient. À chaque fois, il apprend quelque chose de nouveau. Un autre exemple, celui des probabilités. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on se dit les probabilités, c'est quelque chose de très élevé. Mais un enfant va comprendre que si, par exemple, on tire des objets d'une boîte et la plupart sont rouges, ça veut dire que la boîte contient une majorité d'objets rouges. Il est capable de faire ce genre d'inférence à quelques mois de vie. S'il tire une boule bleue, voilà, ça va le surprendre. Alors, s'il tire une boule bleue, alors qu'il y a une majorité d'objets rouges, il va être surpris. Et la surprise qu'on prend comme un acquis, en réalité, c'est le résultat d'un calcul du cerveau. À chaque fois que vous voyez le bébé écarquiller les yeux ou rire, parce que c'est aussi une traduction de cette surprise, ça veut dire que son cerveau a calculé que ce qu'il a vu était improbable, étant donné ce qu'il connaissait déjà. Et aussi, à chaque fois qu'il regarde longtemps, ça veut dire qu'il apprend. Plus il est surpris, plus il apprend. C'est l'erreur de prédiction qui se traduit en apprentissage. Alors, vers 10 mois, vous dites que les bébés attribuent une personnalité à chaque personne. Ah oui, c'est-à-dire que s'ils voient quelqu'un qui a l'air un peu méchant, ils vont s'en méfier. Oui, ils commencent à apprendre les goûts des différentes personnes. La première chose, c'est que très tôt, ils font la différence entre les objets et les personnes. Ils comprennent qu'il y a des objets inanimés. Quand vous dites très tôt, c'est vraiment quelques mois de vie. On discute encore exactement pour savoir si c'est là dès le départ. Mais disons que c'est presque donné. C'est difficile de faire des expériences à quelques jours de vie. Donc la plupart, c'est à 2 mois, 3 mois, on commence à pouvoir expérimenter. Et donc un enfant, par exemple, dans l'histoire de l'urne, si quelqu'un voit que l'urne contient beaucoup d'objets rouges, mais que la personne sort des objets bleus, eh bien elle va comprendre que cette personne préfère les objets bleus, que les objets bleus sont préférables. Et voilà le genre d'inférence que fait un tout petit enfant très tôt. Parlez-nous de la magie, parce qu'on découvre, c'est vous qui nous dites que les tout petits, les bébés, sont déjà sensibles à la magie. C'est-à-dire que ces expériences scientifiques sont fondées sur une sorte de magie. Dans un laboratoire, on va amener un petit bébé, puis on va lui présenter un théâtre sur lequel il y a des objets qui se déplacent, et de temps en temps, il y a quelque chose d'impossible, d'extrêmement improbable, ou simplement de surprenant. Et le bébé manifeste sa surprise à des tours de magie, exactement comme nous chez l'adulte. Ça veut dire qu'on viole ses attentes innées, on viole son savoir en quelque sorte, et c'est en regardant ce qui le surprend, ce qui ne le surprend pas, qu'on arrive à déterminer ce qu'il connaît déjà, ce qu'il comprend. Alors, tous les enfants détiennent un énorme potentiel, ça on l'a compris, on comprend bien en lisant ce livre. Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, ça met pas un peu la pression aux parents que nous sommes? Parce que ça dit, bon, ton enfant, potentiellement, c'est le futur Barack Obama. Oui, parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, bien sûr. Quels conseils on peut donner aux parents au niveau de chacun?
potentialiser Un encore des conseils que je donne ces dans talents. le livre, c'est ne sous-estimez pas votre enfant. Ne pensez pas, par exemple, qu'il faut attendre 6 ans, 7 ans pour qu'il commence à avoir une logique. Il a une logique interne bien supérieure, bien avant. Donc la théorie piagétienne de stade très progressif de construction du savoir est fausse. On commence bien plus tôt. C'est pas la même chose pour le langage. Et ce que je dis aussi aux parents, c'est parler à vos enfants. Ne sous-estimez pas sa capacité d'absorber un vocabulaire, même très abstrait. L'apprentissage du langage démarre extrêmement tôt et se termine aussi assez tôt pour certains aspects. Par exemple, la discrimination des sons du langage va se terminer, en tout cas va commencer à être en place à la fin de la première année de vie. Donc à ce moment-là, on arrête de discriminer les sons du chinois, par exemple le ton, vous savez, du chinois, parce qu'on s'en sert pas en français. Et les Japonais vont arrêter de discriminer un R d'un L. Et les bébés japonais, à partir de 12 mois, ne font plus cette différence, parce qu'ils n'en ont pas besoin. L'importance pour les parents binationaux, par exemple, de parler dans les deux langues. Ah oui, alors. Sa langue, ce qu'on ne disait pas il y a encore 20 ans. Oui, on avait un peu peur de les perturber. Ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, si les parents ont la chance d'avoir 2 langues différentes, chacun parle dans sa langue c'est assez maternelle. important qu'ils parlent, enfin en tout cas c'est un bénéfice pour les enfants qu'ils parlent chacun dans sa langue maternelle. Ça veut dire que s'il y a une égalité des chances totales au niveau du cerveau à la naissance, l'intelligence n'est pas héréditaire alors? Ah non, il y a une part d'hérédité qui est quand même quand même. importante. Non mais c'est Bien pas. entendu. Non, mais d'abord, il faut tous s'entendre sur ce qu'on veut dire par héréditaire. D'abord, il y a un bagage de l'humanité. Le cerveau d'Homo sapiens est particulier. Nous avons tous hérité vraiment d'une intelligence particulière qui est partagée par tous les êtres humains. Et j'insiste, garçons et filles aussi. Par exemple, sur les maths, les nombres, le sens des nombres est présent de la même manière exactement chez les petits garçons et chez les petites filles. Ensuite, bien sûr, il y a quand même des déterminants génétiques de l'intelligence. Ça existe. Il y a des vitesses plus ou moins rapides d'apprentissage. Et l'école et les parents doivent bien sûr s'adapter aux besoins de chaque enfant. Fascinant, c'est-à-dire Fanissant. J'allais dire, ça aurait moins de sens du coup. Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines aux éditions Odile Jacob. J'espère qu'on pourra vous réinviter pour parler inné et acquis, notamment. Et sans aucune forme de transition. À l'occasion de notre émission spéciale autour du cerveau des enfants, nous allons nous intéresser pour commencer à ce que les neurosciences nous apprennent sur les émotions de nos petits. Autant le dire, c'est absolument fascinant ce dont on va parler tout de suite parce qu'on répète régulièrement que la bienveillance et l'empathie sont bonnes pour les enfants, ce qu'on dit souvent ici, ce que tout le monde dit, mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est scientifiquement prouvé qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Docteur Catherine Guéguen, bonjour. Bonjour docteur, Et- quel honneur de vous avoir. Mais moi, je suis ravie. Hein. Et je suis une personne normale. Moi, nous on trouve pas. Ah oui. Bah non, on trouve que vous êtes. C'est marrant de s'installer et dire je suis une personne normale. Je suis une mère, une grand-mère et puis pédiatre. Oui, c'est ça, mais enfin, Voilà. vous êtes quand même. Une grande honte, on peut dire. spécialiste de ce sujet, de cette question, ce que les neurosciences nous apprennent sur les cerveaux, sur les émotions des enfants. Vous avez écrit de nombreux livres à grand succès, dont le dernier, Heureux d'apprendre à l'école, c'est aux éditions Les Arènes, donc vous êtes une personne normale, mais quand même à la pointe de la pointe. Donc c'est relativement récent que les neurosciences se soient intéressées au sujet. La première chose que l'on a découvert, que vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, c'est que les relations d'un enfant, d'un tout petit, d'un bébé avec son entourage modifient en profondeur son cerveau. Est-ce que vous auriez des exemples? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le cerveau du tout petit est extrêmement malléable. Et c'est-à-dire que toutes les relations qu'il va rencontrer avec ses parents ou avec les professionnels de l'enfance vont modifier en profondeur son cerveau. C'est-à-dire que ça va modifier les cellules cérébrales, les molécules, les connexions entre les neurones, les circuits neuronaux, même les structures cérébrales et même l'expression de gènes. Donc, vous voyez, toutes les relations que nous avons avec nos enfants modifient en profondeur le cerveau, et d'autant plus que l'enfant est petit. Dès les premiers jours, donc si on, pour être concret... Dès la si- grossesse. Ah oui, dès la grossesse. Et le cerveau de l'enfant est le plus malléable pendant la grossesse et les 2 premières années de vie. Il reste malléable toute l'enfance et toute l'adolescence. Et donc, moi, je suis pour qu'on chouchoute le plus possible les femmes enceintes, qu'elles soient le moins possible stressées. Pour moi, une civilisation est avancée si elle prend en compte les femmes enceintes et qu'elle les coucoune. Et les 2 premières années de vie aussi, qu'on aide les parents. Qu'on aide les parents à être Ah le plus oui. détendus possible, à Absolument. parler un maximum à leurs enfants, à aller vers la bienveillance et l'empathie. Donc tout Oui. ça, c'est prouvé scientifiquement. Comment Comment on fait pour prouver qu'à 3 jours de vie... Comment vous savez ça, vous? Alors, moi, j'ai repris toutes les études qui sont innombrables dans le monde entier. Et les études les plus importantes nous montrent que quand on est empathique, chaleureux et soutenant, eh bien, tout le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Et il y a une étude remarquable d'une jeune Hollandaise, 2015. Elle a fait une étude sur 161 familles avec les 2 parents, le père et la mère, ce qui est rare.
Et elle a étudié les enfants de 6 semaines à 8 ans. Et elle a montré qu'à 8 ans, quand les deux parents sont empathiques, toute la substance grise du cerveau se développe et il y a un épaississement du cortex préfrontal qui est ici. Et le cortex préfrontal, Alors c'est ce qui justement, nous différencie des grands singes. C'est ce que nous, les humains, nous avons de plus essentiel. Alors justement, on a fait une petite animation du cerveau, faut que vous nous expliquiez. Oui. On comprenne tous, parce que nous, on est tous très nuls. Vous êtes normal, mais spécialistes. Non, on est tous très nuls. Le cerveau archaïque, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors le cerveau archaïque, nous l'avons en commun avec les reptiles et les poissons. D'accord. Et il sert pour notre survie. Dès que nous sommes en grand danger ou en grande insécurité, il va se déclencher. Et les tout petits sont dominés par leur cerveau archaïque. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en insécurité affective, c'est-à-dire dès qu'ils manquent d'affection, d'attention, de calme, de jeu, non, leur cerveau archaïque se met en branle et ils peuvent taper, souffler, mordre, avoir des tempêtes émotionnelles. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que leur cerveau est très immature. Et ça nous permet d'avoir une vision totalement différente de ce qu'on avait il y a 20 ans. Oui, un enfant n'est pas odieux parce qu'il mord. Il c'est n'est parce pas que- tyran, Voilà, exactement. il n'est pas infernal, c'est parce qu'il est tout petit, immature. Donc moi, ça m'a changé totalement la vision. Et au contraire, il faut avoir beaucoup de compassion pour les tout petits qui se roulent par terre, qui jettent leurs jouets, qui tapent, qui crient, qui pleurent. On peut expliquer à un enfant qui fait une crise au supermarché, c'est parce que ton cerveau archaïque prend trop de place, mon petit. Ça va passer. Parlez-nous du cerveau émotionnel. Alors le cerveau émotionnel, nous l'avons en commun avec tous les mammifères, c'est-à-dire tous les mammifères ont des émotions. Et ce cerveau émotionnel est dominant chez les tout petits, jusqu'à 6-7 ans. Oui, donc ça fait quand même deux cerveaux qui peuvent les faire pleurer, qui peuvent les faire. Voilà. Absolument. Donc il faut essayer, grâce à ces découvertes-là, de mieux les comprendre, Oui. de se mettre à leur niveau. Et ça veut dire que quand ils ont des tempêtes émotionnelles et être triste, être anxieux, avoir peur, être en colère, ce sont des souffrances. C'est pas rien. Nous avons ce cortex-là qui nous permet de prendre du recul face à nos émotions, face à nos souffrances. Eux ne peuvent pas. Donc eux, quand ils pleurent, ce sont des immenses tristesses. Les tempêtes émotionnelles, vous diriez que c'est à partir de quel âge ils réussissent un peu à gérer ces En émotions? fonction de l'entourage. C'est ça qu'on ne savait pas. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand l'entourage est empathique, comprend l'enfant, et ça, c'est totalement contre-intuitif. Parce que depuis des millénaires sur la planète entière, moi je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça. Eh bien, ils punissaient l'enfant, ou ils lui disaient t'es infernal, t'es en colère, va dans ta chambre, hop, une tape, ils punissaient. Et c'est contre-intuitif. Les chercheurs nous disent qu'au contraire, il faut être empathique, comprendre l'émotion de l'enfant, l'apaiser, alors qu'avant on le punissait. Et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Et dès tout petit. Docteur, on a reçu beaucoup de questions des téléspectateurs, parce qu'on a dit qu'on faisait une émission spéciale autour du cerveau. On a reçu notamment celle-ci de Manon, qu'elle nous a envoyée en vidéo. Je vous propose de la regarder, vous allez Oui. essayer d'y répondre juste après. Regardez Manon. Bonjour la maison des maternelles, voilà, moi je m'appelle Manon, je suis infirmière en pédiatrie et j'ai une question des parents qui revient assez souvent, à savoir pourquoi est-ce que leurs enfants se calment moins ou pleurent plus facilement lorsque les parents sont énervés, stressés ou agacés. Voilà, merci beaucoup. Voilà, super question de Manon. Ça, c'est vrai qu'on le constate tous. Quand Agathe rentre chez elle, qu'elle est un peu stressée, ce qui peut lui arriver, Ah oui, nous ça tous, peut m'arriver, comme nous oui, oui. tous, bah, c'est vrai que les enfants, pour le dire, ils sont un peu chiants, quoi, quand nous-mêmes, on n'est pas très bien. Alors, plus on est stressé, plus on sécrète du cortisol. Et l'enfant, lui, il est complètement perméable aux émotions des parents. Et lui aussi va sécréter du cortisol. Et dans ce cas-là, il va devenir de plus en plus stressé. Et il va pleurer de plus en plus. Et quand on est stressé, que l'enfant est en colère, eh bien, il va devenir de plus en plus en colère. Donc, le grand défi pour nous adultes avec les tout-petits, parce que c'est extrêmement difficile, les tout-petits, à cause des tempêtes émotionnelles, Ouais. c'est d'être calme, d'être tranquille, de comprendre l'enfant. Et donc, il faut se faire aider. Il ne faut jamais rester seul avec un tout-petit. Oui, c'est Jamais, jamais, jamais. Il faut toujours parler de nos difficultés, soit à un voisin, soit à des gens de notre famille qui comprennent les enfants. Et puis, si on n'y arrive pas, aller dans des ateliers de parents. Oui, c'est ça. C'est une immense chance dans toutes ces découvertes très récentes dans l'histoire de la vie. Pour moi, c'est extraordinaire, parce que ça nous permet de mieux comprendre l'enfant et de faire en sorte Puis justement... on en est qu'au début aussi, surtout. On n'en est qu'au Ouais. début. Je pense que les chercheurs ont encore énormément de choses à nous faire comprendre, mais c'est extraordinaire de savoir qu'il faut
changer totalement d'éducation. C'est une révolution éducative. Et il faut aider les parents à ne plus humilier verbalement et physiquement leur enfant. C'est un grand défi. Et je compte sur vous pour nous aider à mettre des petites graines chez les parents. On chez les relaye la bonne professionnels. parole, ne vous inquiétez pas, docteur. Sur nous, docteur Guéguen, merci infiniment d'être venu nous voir. Avec C'est grand absolument plaisir. fascinant. Votre dernier livre, Heureux d'apprendre à l'école, si vos enfants sont un tout petit peu plus grands, n'hésitez pas, c'est aux éditions Les Arènes. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Welcome
Thank you.